mars 2024 a été lancée la série animée X-Men 97, qui fait suite à la série de 5 saisons de 1992. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, seuls les 5 premiers épisodes sont sortis et je pense que nous avons déjà suffisamment de matière pour faire un premier point. Sans trop spoiler, car mon objectif dans toutes mes vidéos est avant tout d'être une porte d'entrée et ne pas gâcher tout le plaisir de la découverte, cette série est évidemment une ode à ce que sont les X-Men. Comme pour la série de 92 et comme certains films, les personnages sont équitablement mis en avant et aucun ne paraît être qu'un bras armé. Malgré le peu d'épisodes sortis, nous avons déjà pu avoir un panel de méchants variés qui parfois n'occupent qu'un épisode et des intrigues sous-jacentes qui portent haut et fort les interrogations propres aux X-Men depuis leur création, l'aspect géopolitique. Le conflit que vous connaissez certainement entre Charles Xavier et Magneto est toujours vif puisque les X-Men s'évertuent à rendre hommage à la mémoire du professeur X disparu, mais tout ne se passera pas comme prévu quand Magneto aura l'occasion de prendre de plus en plus de pouvoir au sein de la communauté des mutants. Les éternelles questions de l'inclusion se posent et le dernier épisode en date évoque une terre promise pour les mutants afin de revendiquer leurs droits comme bon leur semble. Les parallèles avec l'actualité sont multiples et c'est très rafraîchissant de voir une œuvre aborder cela de manière aussi directe, brisant un peu les tabous et non-dits sur le sujet dans l'industrie. N'oubliez jamais que si une œuvre d'industrie est subversive, son objectif principal est avant tout d'être rentable et que sa partie controversée est souvent dirigée en ce sens. Le vrai point fort de ce renouveau est aussi une approche très personnelle des mutants qui vivent des situations relationnelles compliquées. Toute la subtilité est ici dans le fait que le spectateur s'identifie à ces situations de vie qui pourraient arriver à n'importe qui, pourtant ce sont ici les mutants qui doivent gérer cela, donc des personnes avec une charge mentale en plus sur le poids de leurs décisions. En résumé, la série questionne constamment. Sont-ils comme nous? Sont-ils différents? Pouvons-nous vivre ensemble ou doit-on vivre séparément? Sur un ton plus léger, nous pouvons aussi aborder la grande qualité des animations, notamment lors des combats, la chorégraphie est maîtrisée. Je vous conseille le premier combat de Cyclope dans le premier épisode, qui à lui seul est une bonne raison de lancer la série. Les couleurs sont vives et se rapprochent davantage des coloris de comics que des films plus sombres que nous avons pu voir autour des X-Men. La série est un succès critique également, puisque bon nombre des retours sont très élogieux et parlent même d'inédit en ce qui concerne le départ de cette série pour de l'animation Marvel. Ce succès m'a fait me questionner sur ce que produit Marvel depuis le lancement du MCU en 2008, et au final, bah ouais, Marvel n'a produit presque que du MCU. En faisant brièvement l'analyse des œuvres audiovisuelles produites par Marvel depuis Iron Man 1, nous voyons que le MCU a occupé une place centrale dans l'univers de la firme. Lors du lancement de Disney+ en 2019, il était certainement l'occasion de renouveler un peu le stock d'arcs et d'adaptations. Pourtant, les séries lancées sur la plateforme ont aussi été dans un but de complémentariser le MCU, et à ce jour, seule la série X-Men 97 ne s'y rattache pas du tout, ou du moins pas encore. Plus que cela, même des séries et films produits avant ou en dehors du MCU ont été ou seront prochainement reliés à l'univers cinématographique, et pour comprendre pourquoi cette omniprésence, regardons ce qu'il se fait aussi à côté. Pour concurrencer Marvel, DC a décidé de ne pas rester sur ses adaptations singulières de ses héros, mais de lancer à son tour, avec Zack Snyder, son univers cinématographique. Si les débuts étaient prometteurs, des incohérences scénaristiques et un je m'en foutisme sur la fin ont vite transformé l'Homme d'Acier et tous ses compères en rugbymen bourrés un soir de feria à Bayonne. La bouffée d'air frais qu'ont été le Joker et The Batman n'ont pour autant pas remis en question les intentions de la Warner avec DC, puisqu'en 2025, James Gunn lancera son propre univers cinématographique DC avec Superman Legacy. Là encore, beaucoup de questions se posent sur la pertinence de ce choix, qui a déjà été un échec du côté de la branche bleue. De plus, le Joker et The Batman, deux adaptations en pleine bourre, n'ont pas clôturé leur narration, et il est légitime de penser que des confusions et des mélanges pourront être faits par les suiveurs occasionnels des comic book movies, qui, je le rappelle, constituent une large majorité des entrées en salle de cinéma. Quel devient l'intérêt alors de lancer une saga lorsque ces films singuliers fonctionnent commercialement, mais aussi critiquement? Car avant tout, dans un univers cinématographique, la clé du succès est la cohérence en premier lieu, mais surtout l'engagement.
L'engagement du studio d'abord, qui est obligé d'avoir des plans sur plusieurs années et sur plusieurs films, pour pouvoir à leur tour demander l'engagement des spectateurs qui doivent être assez intéressés pour accepter de voir seulement 2 heures de leur univers cinématographique tous les 4 à 6 mois. Nul doute que Marvel, via les séries et la multiplicité des éléments intégrés au MCU, a voulu satisfaire un engagement plein qui aujourd'hui sous-entend d'avoir vu des heures et des heures de films et séries pour capter tous les détails d'un film. Plus que cela, je dirais même aussi que l'argument du « oui mais le MCU c'est surtout pour l'argent » ne marche pas vraiment car nous avons déjà vu et nous voyons qu'un film mauvais, mal communiqué ou peu intéressant ne suscite pas plus d'intérêt s'il est intégré dans un bon univers et peut-être un flop colossal tout de même. X-Men 97 montre donc qu'il est possible de sortir de l'univers MCU pour offrir des adaptations nouvelles, mais la différence entre la série et le MCU ne vous échappera pas. X-Men 97, c'est de l'animation. Et oui, aujourd'hui, qui peut penser que Marvel sortira dans un futur proche un long métrage sur un super-héros de leur branche en live-action sans le marquer du sceau MCU? Pourtant, une alternative à Marvel Studios est toujours en activité avec Sony, qui possède des droits sur le lore de Spider-Man. Et qu'ont-ils fait pour concurrencer le MCU? Un univers cinématographique autour des personnages secondaires de Spider-Man. L'univers est en plus ou moins raté, avec des films systématiquement et plutôt justement défoncés par la critique, seul éclairci dans l'horizon de Marvel par Sony, Spider-Verse, et justement, c'est aussi un film d'animation. Après toutes ces années de saga au sein de la branche rouge, au point de vouloir être imité par la concurrence qui, par simple désir commercial, souhaite parfois même se rattacher au MCU alors que leur héros n'y avait rien à voir à la base, la question qui mérite au final d'être posée selon moi est plutôt comment on sort du MCU en fait? Comme dit précédemment, il est presque impossible d'imaginer Marvel Studios sortir un film en live action sans le marquer au fer rouge dans la timeline du MCU. Le format d'animation est une porte de sortie, mais est-ce que cela veut dire qu'il faudra obligatoirement changer le format du long métrage live action pour désancrer la saga longue de 16 ans dans la mémoire des gens? Est-ce que, comme pour les comics, un reboot doit être amené scénaristiquement pour redémarrer quelque chose de nouveau? Si le choix de Marvel quant à ces questions est de pour le moment continuer la narration de cette saga contre vents et marées, il est intéressant de voir comment l'engagement du studio et des spectateurs évolue pour constater des chiffres en baisse que Marvel essaye tant bien que mal de remonter. Pour autant, je ne pense pas que ce soit la fin du MCU et encore moins des comic book movies. Si les comics nous ont appris quelque chose, c'est que leurs héros, quand ils sont bien écrits, sont inépuisables et que leurs adaptations, quand elles sont bien écrites, sont inépuisables aussi. Je pense même que Marvel s'est un peu mis en dedans tout seul en déconstruisant des images de héros qui n'en avaient pas forcément besoin et en bâclant certains films juste pour passer à la suite. Cependant, je reste convaincu que quoi que le format audiovisuel soit, une bonne adaptation marchera quoi qu'il arrive, y compris au sein du mastodonte MCU. Into the Spider-Verse nous a prouvé l'efficacité du bouche à oreille en termes de communication, au point d'ériger sa suite en véritable must-watch dès sa sortie. Je pense donc que le renouveau est possible dans tous les formats imaginables d'adaptation de comics, il faut juste être pertinent dans l'approche et dans la narration pour ne pas tomber dans la tambouille toute prête déjà vue trop de fois et qui dessert les propos de ces œuvres à mon sens. J'aimerais beaucoup votre avis sur les comic book movies en commentaire, car je sais que le sujet est actuellement très clivant et divise au sein même de la communauté des fans assidus. En attendant, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir et ça me soutient grandement. La fraude n'est jamais finie, portez-vous bien, c'était le fraudeur.